Et je suis né au bord du fleuve Ubangui, qui est donc un affluent du fleuve Congo. Et dès mon plus jeune âge, on m'a appris à considérer le fleuve comme une entité vivante, avec ses mystères, ses colères. Je me souviens tout particulièrement un endroit du fleuve où l'eau était, comment dire, sournoisement calme, mais où beaucoup de jeunes garçons s'étaient noyés. Alors on nous interdisait d'y aller parce on disait que c'est un endroit où habitait Mami Wata, une sirène très belle, très séductrice, qui entraînait les beaux garçons dans les profondeurs de son royaume. Donc voilà pourquoi je me considère comme un enfant du fleuve. Pour moi qui suis de l'ethnie qu'on appelle Congo, tout tourne autour de ce fleuve-là. C'est notre vie. Et puis l'eau du fleuve était aussi pour les populations l'élément qui nous permettait de nous débarrasser de nos souillures. Lorsque ma mère, par exemple, après la perte de mes deux frères jumeaux, c'est dans le fleuve qu'elle a jeté les vêtements qu'elle portait pendant le deuil, et c'est dans les eaux de ce fleuve qu'elle se lavait pour être purifiée, pour renaître à la vie, quoi. Demain, y aura-t-il encore de l'eau pour tout le monde ? Il y a quelques années, cette question aurait pu paraître incongrue pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, à la bourse de Chicago, on spécule sur l'eau. De besoin essentiel, de droit fondamental, l'eau va-t-elle devenir une marchandise, un bien précieux qu'on s'échange et qui demain sera réservé aux plus riches ? De la planète bleue à l'or bleu, notre seconde série vous emmène de la Californie à Brazzaville, en passant par Rio et Sao Paulo. Dans les livres d'Emmanuel Dongala, les fleuves ne sont jamais loin. Ils irriguent l'œuvre de cet écrivain aujourd'hui âgé de 80 ans qui a longtemps enseigné la chimie. Dans son roman le plus célèbre, Photo de groupe au bord du fleuve, Emmanuel Dongala raconte le combat d'un groupe de femmes qui ramassent des blocs de pierre au bord de l'eau et s'épuisent à les casser pour vendre des graviers sur des chantiers. Le fleuve est source de vie, mais il peut tuer aussi. Ce fleuve Congo est tellement important que le royaume qui existait avant la colonisation s'appelait le royaume du Congo. Et ensuite, ça donnait le nom à deux républiques, République du Congo d'un côté, République démocratique du Congo de l'autre. Et même quand, sous le président Mobutu, la République démocratique du Congo avait changé son nom en Zaïre, dès sa chute, le pays est revenu automatiquement sans brancher à son nom original de Congo. C'est pour vous dire la puissance symbolique de ce fleuve. Congo immense, qui a d'abord nourri plusieurs mythes, où tout le monde se souvient du cœur des ténèbres de Conrad. Et puis, le Congo est considéré par beaucoup le cœur même de l'Afrique, vous voyez, qui contient les mystères de l'Afrique. Et ce fleuve Congo est entre les deux pays, Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et en fait, ce n'est pas une frontière, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est plutôt un pont entre les deux Congos. Et les musiciens des deux pays, évidemment, chantent le fleuve Congo. Il y a le beau morceau de Franklin Bukaka qui s'appelle Pont sur le Congo. Et les musiciens des deux rives se parlent, se voient très souvent, et ils ont créé la rumba ensemble d'ailleurs. Au Congo-Brazzaville, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, cette ancienne colonie française ne manque pas de richesses. Elle est même l'un des principaux producteurs de pétrole du continent. Mais dans ce pays dirigé par le président Sassou Nguesso depuis près de 40 ans, avoir accès à l'eau potable reste un véritable privilège. Entre Brazzaville et Kinshasa, c'est un lac, une sorte de lac immense qui charrie des grandes fleurs, des nénuphars, qui deviennent parfois parasites parce que ça empêche les pirogues de pêcher. Et pourtant,
Dans mon pays, les gens ne cessent de courir après l'eau. Alors d'abord, dans les zones rurales, parce que je suis né dans un village et je connais bien de quoi je parle, l'eau potable est souvent très loin du village. Les femmes, je dis les femmes, hélas, parce que souvent ce sont les femmes parcourent souvent entre 8 et 10 kilomètres, voyez-vous, se procurer de l'eau dans la journée. Ils sont chargés des bidons en plastique de 20 à 25 litres. Et c'est avec cette eau qu'on fait tout, qu'on prépare à manger, qu'on se lave, et c'est très précieux. Mais le calvaire de l'eau est tout aussi pénible dans les villes. Brazzaville, par exemple, se trouve sur les bords du fleuve Congo. On n'est pas comme dans les pays sahéliens. Et pourtant, avoir de l'eau potable dans cette ville est vraiment un combat quotidien. Très souvent, pour ceux qui ont de l'eau, et il n'y en a pas beaucoup, surtout dans les quartiers périphériques, l'eau cesse de couler des robinets pendant plusieurs jours. Quand il y a pénurie d'eau comme ça, il faut voir dans ces quartiers-là, c'est vraiment une transhumance. Les gens, le soir, ils placent ces bidons sous les robinets qu'ils laissent ouverts toute la nuit pour pouvoir ne pas rater le retour de l'eau. Ou alors, ils se lèvent à 4h, 5h du matin, inimaginable, juste pour être les premiers à avoir de l'eau. Il faut voir les bidons s'aligner. Et ceux qui n'ont pas d'eau, les malheureux qui n'ont pas d'eau, c'est-à-dire 80% de la population, ils vont chez ceux qui ont de l'eau, qui ont un robinet, qui leur vendent à 25 centimes, 50 centimes. Et c'est justement la saison des diarrhées, de la diphtérie, choléra. Et pourtant, encore une fois, ce fleuve non seulement donne la vie, parce que bon, il pêche les poissons et toute autre chose, mais aussi la vie parce que elle donne des pierres, des cailloux pour bâtir les villes, les routes, les maisons. Voilà. Donc, depuis mon enfance, mon adolescence et encore jusqu'à aujourd'hui, les gens de mon pays ne cessent de courir après cette eau qui nous donne la vie. On ne peut pas surestimer l'importance de ce fleuve dans notre vie. Et d'ailleurs, mon grand souhait, si jamais je disparaissais, c'est que mes cendres soient jetées dans le fleuve Congo. Voilà, je veux que ma fille porte mes cendres au bord du fleuve et les verse, voilà, dans un grand geste. Vous savez, comme quand on jette les graines pour les semer, voilà, je voulais disparaître dans ce fleuve-là. À la fin des années 90, Emmanuel Dongala a fui la guerre civile dans son pays pour se réfugier de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les yeux toujours rivés vers son fleuve Congo. Dans le 4e épisode de notre podcast, nous mettons le cap vers l'Amérique du Sud, plus précisément vers le Brésil, où l'accès à l'eau suscite des tensions entre Rio et Sao Paulo, comme va nous l'expliquer l'économiste Peter Gameltoft. Vous venez d'écouter 6 pieds sur terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Anna Sylvestre Trainer. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je suis Thomas Hoffnung et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée à l'eau.